Bon, en partant de cette économie, l'économie actuelle dans laquelle, l'économie qui nous régit actuellement, et puis il y a la possibilité qu'on a vue d'un nouveau système économique autour de 22 pays. Je voudrais revenir dessus pour dire à tout le monde de prendre ces 22 pays, ce sont des éléments très capitaux. De les prendre au sérieux et de pouvoir travailler autour de 22 pays. De travailler vraiment conséquemment. S'il faut même mettre en place, je ne sais pas, vous arrivez à mettre en place pour vous-même un schéma en mettant en place le 22 pays, en mettant des emblèmes, même le dessiner, voilà, vous prenez un cahier, vous mettez le 22 pays, vous mettez des emblèmes ou des symboles qui ont été donnés. On va travailler progressivement, au-delà des symboles pour sortir des drapeaux, au-delà des drapeaux pour sortir des devises. Au-delà des devises, comme je disais, un pays n'est pas forcément, quand on parle d'un pays, ne prenez pas directement l'aspect territorial des choses. D'où nous devons avoir un territoire, avoir des habitants, voilà, et pouvoir nous organiser par rapport à nos richesses. Mais commencer d'abord l'éventualité d'un pays, ça peut être une petite structure. Parce que tous ces pays-là n'ont pas commencé hier ou demain par rapport à une philosophie qui était, voilà, il y a déjà des terres qui existent. Non, c'était en fait des conceptions qui ont commencé par des mini-laboratoires. Ils ont commencé par travailler. Au-delà des structures, ils ont commencé, après des structures, ils se sont dit, bon, il faut l'acheminer peut-être par rapport à une entreprise. Au-delà, jusqu'à ce que la dimension ou la charge, ou même, si j'ose dire, le poids de la structure en question oblige maintenant d'avoir un territoire. Et en partant de ces territoires-là, parce que si vous prenez même les grandes firmes internationales, si vous allez là où ils sont installés, c'est dirigé comme des petits États. Ils ont des lois, par contre, parfois, des lois qui ne sont pas conformes aux lois qui régissent le pays, même là où ils sont installés. Donc petit à petit, on commence à ce niveau-là, mais essayez de travailler vraiment, de les organiser. Vous mettez le 22 pays autour, vous mettez les emblèmes qui ont été donnés. Là où il manque, on reviendra dessus. On travaillera ensemble sur des drapeaux. C'est quelque chose qu'on a travaillé depuis des années qui n'est jamais sorti. Et ça sortira ici, tous ces drapeaux-là. À partir de ces drapeaux-là, on va étudier derrière ces drapeaux qu'est-ce qu'il y a, et puis ça nous permettra d'étudier les drapeaux de tous les pays de la Terre, actuellement. De par leur forme et de par leur fond, et après, ça sera le niveau de principe. Des principes et de lois, on va mettre en place, et puis des devises comme on a l'habitude de voir dans chaque pays, comment ça fonctionne. Donc, il faudrait vraiment reprendre ça avec beaucoup d'intérêt, le mettre en place et ainsi de suite. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faudra comprendre. Avant que l'on puisse élargir ces États dans notre structure, dans notre façon de travailler, dans notre façon, quand on ira sur le terrain ou, disons, à la conquête réelle d'une économie par rapport à tout ce qu'on aura vu, ces pays-là peuvent fonctionner d'abord avec nous, dans le sens où un tel sera dirigeant de tel pays, un tel sera dirigeant de tel pays, et on va ensemble mesurer la puissance et la capacité de ce qu'on a comme outil entre nos mains. C'est-à-dire que ce qui est grand, je vous ai dit autrefois, ce qui est grand n'est pas complet, ce qui est petit n'est pas incomplet. Il s'est fait qu'à un moment donné, on prendra un pays. On va mesurer ce pays avec la France, un grand pays existant. On prendra un pays. On va le mesurer avec, par exemple, le Congo, un pays existant. On prendra un pays. On va le mesurer avec les Ghana. C'est-à-dire qu'on va rentrer en challenge sur tel plan, tel plan, tel plan, tel plan. On va essayer de conquérir tel terrain où se trouve déjà la France, ainsi de suite, où se trouve le Ghana, où se trouve... C'est comme ça qu'on va mesurer. Mais ceux qui ne sont pas avec nous ne comprendront pas réellement quelle est la structure que nous on a mis en avant pour essayer d'affronter quelque chose. Parce qu'avec un pays, après vous voyez la possibilité d'acquisition, c'est qu'on peut acquérir quand on est un État. Quand on est un État, on a le droit d'acquérir beaucoup de choses. Mais ce n'est pas forcément d'abord question de territoire. C'est question d'abord d'avoir la structure fonctionnelle, de comprendre qu'on fonctionne dans cette structure-là comme un État, comme un pays. Comme je disais, peut-être je faisais une petite comparaison, à savoir, même dans nos maisons, à pouvoir rentrer dans une dimension où à un moment donné, tu fais fonctionner ta demeure comme un pays. Il se fait que tu es là, mais les lois qui sont édictées, les lois qui régissent le pays en question ne marchent pas chez toi.
c'est-à-dire le chef de l'État qui est dans ce pays-là, comprend que quelque part, il y a une maison là qui n'associe pas ses efforts à ma présidence. C'est-à-dire, par exemple, parce que si nous rentrons dans une définition plus large de la République, on voit la République, c'est ce qu'on a de commun. Quand ils disent la chose publique, c'est ce qu'on a de commun. Je pense que dans chaque famille ou dans chaque maison, on peut avoir de commun la femme. C'est-à-dire que c'est un élément qui nous permet de dire que nous sommes de République. Et ce sont ces éléments en commun qu'on va mettre en commun, d'où l'on choisit un qui va présider ou régir tout ça. D'où l'on met en commun toutes nos énergies, toutes nos capacités. Et c'est là qu'on devient une nation où on défend bec et ongle les valeurs, le principe, les lois, parce que c'est émanation de toutes les maisons, de toutes les familles existantes dans le pays en question. Donc, les 22 pays sont le socle sur lequel on va se placer pour construire le nouveau système économique. Et pour en arriver là, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà, entre nous, qu'on ait déjà la mesure de pouvoir mieux structurer ce travail. Avoir des pays en microscope qui sont bien définis. Quand je demande, comme j'ai expliqué l'autre fois par rapport aux chasseurs, d'où sont les limites de ces pays? On sait déjà ça fonctionnera jusqu'ici. Les couleurs, les emblèmes, comment fonctionnent, on va rentrer dans le détail. Mais pour donner la possibilité, me donner la possibilité de me replonger encore dedans, il faudrait qu'il y ait de votre part un travail conséquent. De revenir sur les premiers éléments qui ont été donnés, d'essayer de voir par rapport à ces éléments, comment est-ce que l'on peut tous ensemble mettre en place ces structures. Et quand on arrivera au niveau de conquérir des territoires, un État peut avoir 1 km². Parce que ce qui est applicable à 1 km² peut être applicable à 100 millions ou 2 millions de km². Si vous prenez un État comme la Belgique est un État qui ne rentre que, même pas, je ne vois pas la province en République démocratique du Congo, par exemple, qui peut intégrer la Belgique. Si je prends la province du Bas-Congo simplement, la province du Bas-Congo est l'une des provinces les plus petites du Congo, mais qui fait 5 fois plus grand que la Belgique. Donc ceci étant que ce qu'on peut pratiquer à Bruxelles, pardon, en Belgique, on peut le pratiquer que dans cette province-là du Bas-Congo. Donc ce qui fait que la Belgique est un État, le Congo-Brazzaville a 324 000 ou 326 000 km². En face, il y a la République démocratique du Congo qui a 2 millions et quelques. 2 400 000, je dirais, km². Donc vous voyez que cette différence, ce qui est praticable à 1 km peut être praticable à 1 km², peut être praticable à, je ne sais pas, à 100 000 km², à 2 millions et plus. Donc les États, les territoires, après ça viendra après. C'est-à-dire on peut aller sur la conquête d'un territoire de 1 km², la conquête d'un territoire de 10 km², la conquête d'un territoire de 20 km², la conquête ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que les frontières ont toujours mouvé parmi les États. Mais il faudrait que la structure soit déjà efficace. La manière dont on l'aura travaillé avant de pouvoir aller dans tout ce qu'on peut voir par rapport à la dimension territoriale de quelque chose. Donc je le disais que c'était l'économie politique. Là aujourd'hui on est sur l'économie culturelle. En parlant de l'économie culturelle, avant que je ne rentre dans la définition, mais vous pouvez déjà le mettre dans la tête, la définition c'est que l'économie culturelle, c'est une culture en soi, elle-même. C'est une culture qui consiste à épargner en continuité. Nous allons épargner de manière continuelle. C'est une culture qui consiste à épargner en continuité. La manière dont nous avions épargné autrefois, nous devons continuer à épargner ainsi et nous continuerons à épargner ainsi. L'économie culturelle est une culture en soi d'épargner en continuité. Le mot archaïsme n'existe pas en économie. Le mot dépassé n'existe pas en économie. Si quelqu'un vous emploie le mot archaïsme ou dépassé, c'est parce qu'il veut, la personne veut simplement vous donner une autre vision de ce qu'est sa vision économique. Mais ces mots-là n'existent pas. La culture africaine d'ailleurs, faisons un point là. La culture africaine, parmi toutes les cultures que j'ai observées, mais je ne me prononcerai pas sur d'autres cultures en étant automatiquement d'abord centré sur la culture africaine. La culture africaine semble devant mes yeux comme la seule culture qui ne connaît pas le vocabulaire du passé. Certaines personnes, nous avions l'habitude de dire que l'histoire est une science qui consiste à étudier le passé, comprendre le présent pour mieux préparer l'avenir. Mais le mot passé là, en culture africaine, on ne parle jamais de passé. En culture africaine, on peut parler de lointain. C'est-à-dire, on parle de la distance, de la longueur de temps. C'est lointain, quelque chose qui vient de loin. Mais on n'a pas l'habitude de focaliser ça dans le mot passé. Parce que tout ce qui parle de passé, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. C'est quelque chose qui n'est plus d'ordre d'être mis en exercice même aujourd'hui. Mais la culture africaine ne parle jamais de passé.
Ce qui fait que, quand on parle de passé africain, c'est une façon qu'ils ont pris eux. C'est une façon de certaines personnes de pouvoir détruire systématiquement ce qu'est notre patrimoine culturel. De détruire systématiquement ce qu'est notre volonté ou notre vocation ou notre conception qu'on a du monde. La culture africaine ne reconnaît pas le passé. Ce qu'a été comment vous l'appelez, des cancans. Vous ne connaissez aucun chemin si ce n'est venir en France, prendre l'avion et partir là-bas. Ou que ce soit les Occidentaux qui vous disent, non, on va prendre l'avion ici pour le Portugal ou pour le Brésil, à partir de là-bas, on va vous amener là-bas. Mais vous, avez-vous déjà exploré votre propre chemin? À un moment donné, les Occidentaux parlaient des explorateurs. Citez-moi le nom d'un explorateur africain qui a exploré déjà comment s'y rendre en Martinique et en Guadeloupe. Il y a des chemins. Il y a parce que l'avion utilise quel chemin? Quand ils ont pris, vous savez, eux-mêmes, ils disaient que quand ils ont commencé à chercher, quand ils ont retrouvé l'Amérique, eux, ils étaient sortis pour aller chercher l'Inde, pour chercher des épices. C'est ça qu'ils ont raconté au monde. C'est-à-dire, c'est un coup de hasard. Et les gens ont accepté ça. C'est un coup de hasard. On sortait comme ça, dirait qu'on a trouvé, ah, l'île, on s'est arrêté, oh, ils ne connaissaient pas. Mais il faut revoir un peu des notions, des simples bases et des simples notions historiques pour comprendre cette culture-là, cette culture économique, comment elle fonctionne. Comment est-ce qu'ils ont mis ça en place et comment est-ce qu'ils sont en train de fonctionner. Je disais que, qui a déjà exploré les chemins qui mènent du Sénégal à la Martinique sans que ces chemins-là soient tracés par les carcans de fuseaux horaires, par le schéma de l'Occident? Parce que l'Occident ne connaissait pas la Martinique. L'Occident ne connaissait pas la Guadeloupe. Pas avant nous. Parce qu'on maîtrisait ce chemin. On maîtrisait le schéma pour aller. Je vous dis, je vous donne quelque chose, un indice. Parmi les Angolais, si vous allez voir les gens qui chantent, qui marchent comme ça, lors des carnavals. Vous allez en Guadeloupe, en Martinique, vous allez voir. Vous allez au Brésil, vous allez voir. Les gens vous diront, oh, parce que c'est des esclaves, ils sont descendants. Je vous dis, c'est faux, premièrement. Cette notion-là de relier, à chaque fois vous reliez les Martiniquais qui sont là-bas, à chaque fois vous reliez les gens qui sont là-bas, c'était des descendants des esclaves. Je vous dis que c'est faux. Il faut arrêter. Il faut que l'Afrique arrive à une dimension véritable de se dépouiller de tous ces mensonges historiques qui ont été mis en place. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a parmi les Africains, de ceux qui se disent professeurs, avoir assez de connaissances, qui n'ont pas de cartes propres à eux, de schémas propres à eux. À chaque fois qu'ils vous parlent, il y a une critique viscérale face à ce que l'Occident a fait, mais il n'y a pas une dimension de pouvoir remettre les gens à un niveau de comprendre que les Africains ont eu des explorateurs. Que les Africains ont mis les pieds en Martinique, en Guadeloupe, avant les Européens, avant la traite négrière, avant l'esclavage. Que les Africains ont mis les pieds au Brésil avant l'esclavage. Et qui sont allés sur ces chemins-là. Ils connaissent aussi le chemin qui mène là-bas. Parce que moi, la colonisation. Comme c'est une culture qu'ils ont héritée depuis ici, et que dans leur culture, comme la culture de tout humain, c'est de ne jamais accepter d'être vaincu, ils reviendront systématiquement jusqu'à vous soumettre. Allez vérifier. J'ai dit que partout ils sont descendus. Quand ils annoncent un conflit, allez-y sur le périmètre. Vous aurez remarqué que depuis, il y a une dimension de choses où, autrefois, ils vous avaient combattu. Et qui sont en train de continuer l'acheminement pour descendre, pour vous atteindre. Allez remarquer. Deuxième chose, vous aurez remarqué que là où se positionnent les militaires français, partout en Afrique, ce sont des territoires qui sont, quand ils appellent de la géostratégie. La stratégie militaire des États c'est que quand vous entendez le mot stratégie, je ne sais pas comment vous le définissez, mais la plupart des Africains, quand ils parlent avec eux, ils sont là, ils te disent, ah, la stratégie. Ah, stratégiquement. Non, on trouve que l'UDC n'a pas trop de stratégie. Ce n'était pas trop stratégique votre action. Non, 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 vous avez manqué un peu de stratégie. Vous savez, le noir, c'est la stratégie. Quand vous parlez du mot stratégie, la stratégie pour l'Occident n'a qu'une seule définition. Trouver la ruse pour accéder aux ressources. C'est tout. Mais mes chers frères, vous venez nous parler de stratégie. Dites-moi, nous on veut accéder à quelles ressources occidentales? Nous on n'a pas besoin d'accéder aux ressources. L'Occident n'a aucune ressource à nous donner.
C'est-à-dire qu'eux, quand ils parlent des stratégies, c'est pourquoi vous entendez, ils collent ça, ils disent la géostratégie. La géographie étant une science qui étudie les aspects humains et physiques, c'est-à-dire ce qui est de la main de l'homme et ce qui est de la main du divin. Il se fait que comment accéder aux ressources que l'homme noir ou l'homme africain ou la femme africaine a mis en place et comment accéder aux ressources que le divin a mis géographiquement en Afrique. Voilà la définition réelle du mot géostratégie. Et tout ce que vous entendez, les spécialistes de la géostratégie, quand ils racontent tous ces baratins-là, quand ils vous disent toutes ces choses-là, ils sont en train de vous amener dans un acheminement de comment est-ce qu'ils ont orienté, organisé, comment ils vont avoir accès à vos ressources. Et bêtement, la plupart des gens répètent ça facilement, bêtement, ils disent, vous voyez la géostratégie, vous voyez la position de la Chine vers la mer Noire, quand on veut les marines américains, quand ils vont venir, vous vous dites, oh c'est un expert en géostratégie. Bidon. Bidon, il est en train de formater nos têtes pour que nous puissions permettre à ces gens ici d'appliquer ce qu'ils appellent, eux, la géostratégie. Quand ils appellent ça, c'est ça. Je disais que géographiquement, prenez ces deux trucs parce que la première ressource que possède l'Afrique, la première ressource qu'on a nous, ce qui est différent, je dirais aujourd'hui, de quasiment tout le peuple de la Terre, c'est parce que l'Africain sait c'est quoi le monde et sait ce qu'il est. C'est la seule différence. Si les Indiens d'Amérique ont été exterminés, les Européens se posent la question, comment avions-nous utilisé les mêmes méthodes mais les Africains ne sont pas exterminés? Comment avions-nous occupé l'Afrique du Sud, l'Angola, pendant des siècles, un quart des siècles l'Angola, 500 ans? Pendant la colonisation, je précise. Parce que si on remonte ici, ça fait quasiment plus de 800 à 900 siècles. Mais comment les Africains n'ont pas disparu? Parce que les Africains connaissent réellement c'est quoi le monde et qui on est. Et en connaissant ça, on est en mesure d'être en connexion ou de pouvoir rentrer ou de pouvoir nous utiliser toutes les ressources dont dispose la Terre. C'est la raison pour laquelle même quand on parlait, l'autre fois quand on parlait des spiritualités africaines, c'est-à-dire c'est la possibilité qu'on a de rentrer dans des ressources que le monde ne voit pas, que le monde ne connaît pas. Mais c'est des ressources, ce n'est pas de la magie, c'est des ressources qui existent. Géographiquement, quand vous êtes en Angola, aujourd'hui je vais vous dire quelque chose que les gens n'ont toujours pas dans la tête. Quand vous êtes en Angola, quand vous êtes en Angola, vous trouverez une danse comme ça, quand on fait des caravanes. Les gens qui marchent, qui tapent, qui chantent. Si vous allez aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, vous retrouverez des gens qui chantent les mêmes chansons, qui font comme ça, qui marchent quand il y a des caravanes. Est-ce que vous savez comment est-ce que les premières personnes qui étaient en Angola se sont retrouvées aux Antilles? Les Européens, là où ils parlent d'une opposition entre des ethnies, un conflit ethnique en République centrafricaine. Vous voyez, si vous représentez, vous démontrez au monde entier qu'il y a un conflit ethnique entre différents peuples. Je puis vous assurer, dans un conflit ethnique, il n'y a pas d'autre solution si ce n'est l'extermination des uns ou des autres. Il n'y a pas d'autre solution. Lorsque vous présentez au monde que là, il y a un conflit ethnique, la solution, la seule issue lorsqu'il y a un conflit ethnique, c'est l'extermination. Parce que dans un conflit ethnique, il n'y a pas de compromis. Pourquoi? Parce que le feu du conflit, c'est quoi? C'est que c'est parce que nous sommes de telle ethnie, vous êtes de telle ethnie. Le conflit est naturel et héréditaire. C'est-à-dire que quand nous allons nous exterminer, à nos enfants, on dira que telle ethnie s'est exterminée avec telle ethnie. Vous savez, à notre époque, nos parents nous ont dit, ce sont des gens que vous ne pouvez pas fréquenter. Parce que ces personnes-là que vous voyez, à tel moment, ils nous avaient exterminés. À tel moment, ils nous ont fait ça. Du moment où vous plantez la graine du conflit ethnique, c'est fini. Donc, devant le monde entier, tout spécialiste, toute personne censée sait qu'un conflit ethnique n'a pas de fin s'il n'y a pas de forces neutres. Or, les forces neutres, c'est eux qui... Ils sont allés envahir. Ils sont allés envahir progressivement, ils sont allés envahir, y compris les Amériques, progressivement, y compris l'Afrique, y compris l'Australie, y compris l'Asie. Ils sont allés partout, ils se sont installés. Ils se sont installés, ils ont commencé à maintenant à dire, bon, ici il y a quoi? Oh non, ça appartient à telle famille. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, ça appartient à telle famille. Nous vous dépossédons de ces terres. Ces terres ne vous appartiennent plus, ça appartient à un tel.
Parce qu'ils savent que sous ces terres-là, il y a de la matière, il y a des minéraux dont ils ont besoin. Mais là, c'est quoi? Non, ça c'est ma famille. Mais c'est fait que nous, ici, pour le mariage, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, c'est telle personne qui va épouser vos filles. Les filles, toutes les filles de cette famille appartiennent à telle personne. Il va lui-même s'en servir. Ceci, c'est là. Après, il va les épouser s'il le désire. De l'autre côté, il y a aussi des hommes. À partir d'aujourd'hui, tous les braves hommes de ces clans ou de cette lignée appartiennent à telle personne. C'est-à-dire, ils sont là, avec nous. Ils sont là, mais ils nous ont dépossédés de tout. Ils nous ont dépossédés de tout. Et plus fort encore, ils nous ont dépossédés de ce qu'on a appelé la liberté de choix. Parce qu'on n'avait plus de choix. C'est qu'était notre vocation, peut-être, notre conception du monde, notre parcours de nous projeter, de nous acheminer vers l'avant. Ils nous ont dépossédés de ça en disant, à partir d'aujourd'hui, dorénavant, ça se finit. Voilà, on vous impose ça. Ou vous acceptez ça, ou vous n'acceptez pas ça. Ou vous faites ça, ou vous ne faites pas ça. À partir d'aujourd'hui, on vous dépossède comme on voyait l'autre fois. Ils nous ont dépossédés de ce qu'était l'identité de tout ce qu'on possédait. Cette identité qui était culturelle, en partant d'une porte nominale, comme on a vu l'économie nominale, de nos noms. Ils se disent, vos noms ne vous appartiennent plus, mais ne vous leurrez pas. Les noms africains n'ont pas été jetés. À chaque fois qu'un Européen venait, il prenait un cahier. Il faisait ceci. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Malanda. Malanda signifie quoi? Malanda signifie tel. Derrière, il y a des institutions tel. Malanda, pour nous, la conception du monde, c'est tel. À partir d'aujourd'hui, vous vous appelez Jean-Pierre. Mais il prend le nom de Malanda. Il prend le contenu qui était dans le nom de Malanda. Ils l'ont basculé ici. Ils ont organisé certaines choses. Ils ont commencé à produire certaines choses. Ils ont commencé à notifier certaines choses en partant de Malanda. Les noms africains n'ont pas été jetés. L'Europe, ils les ont exploités de manière assidue. Et ils continuent de l'exploiter de faute en comble. Les noms africains. Mais pour qu'il y ait une garantie par rapport à ça, ils vous disent vous ne pouvez plus utiliser ça. Le seul moyen par excellence pour faire passer ça à mieux, c'était quoi? C'était que ce sont des noms qui sont liés au culte satanique. Et que maintenant, vous devez basculer dans ça parce que les noms que vous voyez, mais ne vous leurrez pas, ces noms-là sont utilisés. Ces principes-là qu'on énonçait sont utilisés. Ils les ont étudiés parce que c'est ça qu'on appelle même une grande, si j'ose dire, la richesse culturelle de l'Afrique. En partant des noms, parce que le nom c'est quoi? Ce n'est qu'une porte. Le nom n'est qu'une porte. Mais derrière un nom, il y a tellement des institutions derrière. Tellement des institutions qui fait que, en partant de nom, tu es en train de comprendre l'acheminement, la culture de tout un peuple. À travers ton nom, on peut codifier quelque chose, mais il y a derrière une culture sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, immensement, si j'ose dire, immensement riche. Et en partant de ça, toi, tu perds tous ces atouts. Tu perds tous ces atouts parce qu'on t'a donné ce qui ne dure pas. Saint François n'a pas duré sur terre. Sainte Anoïrite n'a pas duré. Sainte Élisabeth. Jean n'a pas duré sur terre. On te donne des choses qui n'ont jamais duré. Mais ce que tu as comme substance là c'était autrefois des existences au-delà des 200 ans, de 300 ans. C'était des existences phénoménales. C'était des patrimoines qui permettaient après, à un moment donné, de pouvoir rentrer dans des diapasons, si j'ose dire, des échelonnements même économiques, sociaux et politiques de la société, très sophistiqués. En partant de noms. Parce qu'on peut les étudier quand on aura le temps de revoir nos noms. Parce que dans chaque cours qu'on a vu, il y a un moment donné, quand on entrera dans la dimension révolutionnaire ou politique des choses, on va revenir dessus. Et on va essayer d'étaler maintenant en grand comment, qu'est-ce qu'on nous a volé ces patrimoines. Au XVIIIe siècle, ils viennent vers nous. Ils ont créé des États. Ils ont créé des États, ils ont élargi leur espace territorial. L'agrandissement de leurs espaces territoriaux. C'est ce qu'ils ont fait en premier. C'est là où je vous disais, 1 km², demain on peut aller conquérir 10 km², demain ça peut aller à 100 km². Vous prenez le kilomètre carré de ce qu'a été l'Empire de la France, après avoir conquis ces terres, le territoire s'est élargi. Le territoire s'est élargi, mais les Français ne sont pas allés d'abord conquérir les territoires et commencer à mettre en place ce qu'ils allaient appliquer. Ils avaient déjà prédéfini, dessiné, organisé ce qu'ils allaient appliquer. Et quand ils sont allés conquérir des territoires, ils n'ont fait que appliquer ce qu'ils avaient. C'est-à-dire, c'était comme si vous aviez, aujourd'hui, comme on a là, on a un cahier des charges de l'UDC, on sait déjà qu'est-ce qu'il y a dans le cahier des charges de l'UDC. Et en ayant ça, dans le cahier des charges de l'UDC, on sait pertinemment, quand on arrivera à tel moment, qu'est-ce qu'on aura appliqué.
Qu'est-ce qu'on arrivera à tel moment, qu'est-ce qu'on aura appliqué? Quand l'ennemi ou l'adversaire aura répliqué sur telle chose, quelle est la gifle qu'on lui donnera encore pour qu'il se mette à genoux? Ainsi de suite. Donc on est préparé à ça parce qu'on connaît la taille de notre adversaire. On connaît avec qui on a affaire. On sait, nos ancêtres avaient ignoré un aspect des choses. Nous, on connaît la mauvaise foi de l'ennemi. On sait qu'il est de mauvaise foi et qu'il n'hésitera pas même à marcher sur le sang de nos enfants. Donc on s'est préparé en conséquence. Et sur ce diapason-là, au niveau du XVIIIe siècle, on sait qu'au niveau du XVIIIe siècle, quand ils sont venus, ils se sont installés, ils sont restés, ils ont agrandi leur espace territorial. Et ils ont commencé à appliquer maintenant ce qu'ils avaient. Mais ils nous ont dépossédés de tout ce qu'on avait. Là, ça s'est traduit par la colonisation. Ça s'est traduit par la colonisation parce que c'était l'assujettissement du peuple, c'était l'exploitation par excellence, c'était la domination dans tout le sens du terme. Ils étaient là, mais ils vous ont dépossédé même de notre être. Notre être a été dépossédé parce que c'est une culture qu'ils ont. Regardez, au plus profond de nous, quand vous regardez, dans notre être le plus profond, à un moment donné, vous voyez qu'il y a le colon qui vit en nous. Et à chaque fois, j'ai appelé les gens à un crime. Le crime que nous allons commettre, ce n'est pas un crime d'aller verser le sang comme ça. C'est d'aller tuer le colon qui vit en nous. Il y a un colon qui vit à chacun des Africains, à chacun des peuples qui ont été colonisés. Et il faut aller chercher ces colons-là. Et quand vous allez le trouver, il faut les tuer. Parce que c'est un crime dont je suis capable de répondre devant tous les tribunaux de la terre. Il faut aller tuer ces colons-là qui vivent en nous. Et lorsqu'on va nous convoquer, on sera présent pour répondre. Il y a un colon qui vit en nous. Et ces colons-là, c'est à partir des débris de la colonisation. Il s'est farouchement installé. Il nous a dépossédés de notre être. Vous vous posez la question, où est mon être véritable? Où est mon être? Non, quand il t'a donné cet être-là, ne pense pas qu'il a jeté ton être à toi. Il l'a confisqué. Il est quelque part. Il nous empêche d'aller parce qu'il a mis de murs quelque part. Il a dit, non, 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 là-bas on ne peut pas rentrer. Là-bas non. Là où il y a des archives nationales, vous ne pouvez pas rentrer. Là où il y a tel document, vous ne pouvez pas donner ça, ils ne sont pas qualifiés. Vous ne pouvez, ils forment tout un ensemble des artifices qu'ils mettent tout autour pour nous empêcher justement d'aller par là. Mais ils nous ont dépossédés de tout ce qu'on avait. 18e siècle, 19e et 20e siècle. Ils ont choisi parmi nous certains qui devaient continuer le même travail. En choisissant ceux qui devaient continuer le même travail, c'est là que nous décrions le néocolonialisme. C'est-à-dire c'est le même procédé de la colonisation, mais le même procédé de la colonisation sur les épaules d'un fils et fille d'Afrique. Le même procédé de la colonisation, ils ont commencé le même procédé de la colonisation, mais le même procédé de la colonisation avec nous-mêmes, avec notre propre complicité. Là, c'est l'étape suprême des choses. C'est l'étape qui fait que eux-mêmes, ils ont accepté ça. Le message est clair, ils vous disent, mais les Africains eux-mêmes ont accepté la civilisation. Les Africains eux-mêmes ont accepté la démocratie. Et nous sommes devenus de fervents défenseurs de tous ces mots-là qu'ils ont mis en place. Parce que derrière, ils ont déjà fait ici. Le travail a été fait ici. Vers 18e siècle, 17e, 18e siècle, le travail a été fait. Parce que c'est là qu'on a vu s'effondrer les dernières structures politiques et économiques de l'Afrique. C'est là, c'était ici. Où l'Afrique n'avait plus aucune notion économique, ni aucune notion politique. C'est là. Parce qu'il y avait en face une culture. Vous voyez l'acheminement. Quand je vous disais il faut épargner en continuité. Vous voyez de manière continuelle. Depuis le 14e siècle. Ils viennent jusqu'au 18e siècle. Ils viennent aujourd'hui jusqu'au 20e siècle, fin 20e siècle et même 21e siècle. Ils continuent le même procédé. Quand quelque chose est tellement continuel comme ça, quand l'économie d'un peuple consiste à aller massacrer, à aller prendre aux autres ce qui leur appartient, à aller détruire les structures des autres, ça c'est une culture. Ça devient une culture. Et lorsque vous combattez une culture, vous rentrez en combat avec une civilisation. Et quand ça devient une culture, c'est une culture maintenant qui est enseignée partout. Qui seront enseignés avec des mots qui sont doux. Des mots qui permettent aux autres de dire, mais oui, c'est normal. C'est normal parce qu'on le fait passer par quoi? On le fait passer par des coopérants, par des techniciens, par des aides ceci, par des assistances techniques, par les aides au développement. Tous ces jolis mots. On vous envoie pour des raisons humanitaires. Il faut aller regarder aujourd'hui maintenant. Nous sommes ici. Avec ces néocolonialismes. Regardez par exemple comment ils procèdent. Prenons l'exemple avec l'armée. L'armée française, avant d'aller en République, aujourd'hui, partout, sur tout l'espace territorial de la Terre, dans toutes les étendues de la Terre, ce qu'a été autrefois de Nzingankou peut être fait là. Ce qu'a été autrefois de la reine Zinga peut être fait là aujourd'hui de nos jours.
Mais les spécialistes et le ténor de la destruction de la culture africaine ont l'habitude de dire, quand vous les expliquez schématiquement de quoi on parle, ils vous disent, oh ça c'est la culture, ça c'est le passé, ça c'est l'Afrique d'autrefois. Il n'y a pas d'Afrique d'autrefois. Il n'y a pas d'Afrique d'autrefois. Cette Afrique-là vit, cette Afrique continue à vivre. Et ce qu'a été là-bas peut être, ne faites jamais la confusion entre le moyen matériel, entre le matériau qui ont été utilisés autrefois et le matériel qui peut être utilisé aujourd'hui. Ne faites jamais la confusion entre ça, parce que ça ne dépend pas des éléments, si j'ose dire, des valeurs culturelles. Ça, ce sont des moyens. L'homme, progressivement, par rapport à son époque, par rapport à son intelligence, peut pouvoir varier les moyens ou les outils. Mais cela ne dit pas, parce qu'autrefois on n'a pas utilisé l'avion et qu'aujourd'hui on utilise l'avion, les cultures ou la culture africaine devient dépassée ou archaïque. Ce sont des vocabulaires qu'il ne faut jamais employer en ce qui concerne la culture africaine. Parce qu'il n'y a jamais d'archaïsme, il n'y a jamais de passé, il n'y a jamais de choses dépassées dans la culture africaine. Ce qu'on a vécu autrefois, on peut le vivre aujourd'hui. J'ai dit bien ce qu'a été de la reine Zinga autrefois peut être aujourd'hui. Ce qu'a été de Kanka Moussa autrefois, ça peut l'être là aujourd'hui dans notre temps. Et la plupart d'ailleurs des choses qui se font ainsi dans ce sens-là. Donc c'est une culture qui ne connaît pas cette vocation du passé. C'est une culture, l'une des rares cultures encore. La culture africaine, c'est l'une des rares cultures qui se positionne aussi dans la diapason de l'espace-temps. C'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas de passé. C'est-à-dire quand on parle, dans la culture africaine, quand on parle, c'est une dimension à la fois globale de l'espace-temps. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire, vous, ce que vous posez aujourd'hui comme acte, sachez que vous êtes en train de donner à vos ancêtres il y a de cela même 100 000 ans en arrière et 100 000 ans en avant une forme d'énergie. Cette énergie rentre dans votre corps, rentre de là où vous vous êtes attaché, là où vous dites que mon cordon ombilical s'est attaché à telle dimension. Tout ce que vous êtes en train de poser comme acte, tout ce que vous êtes en train de dire comme parole, est en train de remonter dans vos lignées là des 100 000 ans passés et retombera dans vos lignées des 100 000 ans à venir. Ça, c'est la culture africaine. C'est l'espace-temps. Ce n'est pas une philosophie qui consiste à dire telle personne avait dit ça à tel moment de l'histoire, oh, c'est le passé. Telle personne avait dit ça dans un tel moment de l'histoire, oh, c'est le passé, mais ça, ce sont ses descendants. Non, ça n'existe pas dans la culture africaine. Ce qui se fait, c'est que quand vous posez un acte, ce sont des énergies soit positives qui rentrent dans la lignée, ce sont soit des énergies négatives que vous amenez dans votre lignée. Il s'est fait que des générations là-bas, tout ce que vous êtes en train d'accomplir comme acte héroïque, comme acte de bravoure pour notre peuple, sachez que là-bas, ça fait vibrer de l'autre côté, et là-bas, ça fera vibrer des siècles même, des siècles à venir. Donc il n'y a pas de passé. Il n'y a pas cette vocation-là de dire que c'était du passé. Non, c'est l'espace-temps, c'est la globalité de l'espace-temps. Ce qui fait que la conception qui consistera à dire ça c'est de l'archaïsme, il faut déjà le bannir. Ça il ne faut plus, ça devient des objets, il faut le bannir. Et c'est là qui nous conduit à dire au XIVe siècle. Au XIVe siècle, si on observe la culture économique de l'Occident, observons maintenant la culture économique de l'Occident. Au XIVe siècle, l'Occident, entre les pays occidentaux, il n'y a pas d'échange économique, il n'y a pas de notion économique. Tout ce qu'ils pourront écrire demain, je vous dis que c'est de l'apologie, de la propagande pure et simple. C'est pure et simplement de la propagande. C'est-à-dire, il y avait, si j'ose dire en un mot, l'existence. On devait exister. On devait exister avec tous les moyens qu'ils avaient, tous les moyens de voir comment s'entretenir entre eux, comment pouvoir survivre, comment pouvoir vivre le lendemain. Mais au XIVe siècle, l'Europe n'avait pas la notion d'une économie qui leur permettrait à eux seuls, j'ai dit bien, à eux seuls de pouvoir à la fois épargner, à eux seuls de pouvoir à la fois prospérer, à eux seuls de pouvoir à la fois, si j'ose dire, augmenter ce qu'ils avaient hier. Cette culture-là, ils n'avaient pas. Au XIVe siècle, la culture économique de l'Europe, il n'y a qu'une seule chose. La culture économique de l'Europe, c'était une vocation d'aller piller systématiquement les autres. Ils étaient motivés par la méchanceté, par la convoitise, au XIVe siècle. Parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle l'Europe a fait les razzias négriers. Aucune raison valable et explicable devant les humains. Il n'y en a pas, même devant la création. L'Europe n'était motivée par une seule chose, la convoitise. L'envie d'aller prendre chez l'autre ce qui lui appartient. L'envie de pouvoir s'accaparer de biens d'autrui. C'était ça, la culture économique de l'Europe. Et pour remarquer ça, regardez les Européens
comment est-ce que quand ils sont sortis de chez eux, ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en Afrique, ils sont allés en Amérique, ils sont allés en Asie. Partout, ils ont fait une chose. La destruction systématique des cultures économiques des autres. La destruction systématique de valeurs et des organisations économiques des autres. Première des choses. Ils l'ont détruit théoriquement, organisationnellement et matériellement. Partout où ils sont allés. C'est ce qu'ils ont fait comme acheminement. Regardez les 3 continents que j'ai cités. Je vous rajoute même l'Australie. Regardez tous ces 4 espaces territoriaux de notre terre. Vous remarquerez que quand les Européens sont arrivés, leur culture ne consistait qu'à prendre à ce que toi tu appartiens. Parce que lorsqu'ils ont vu les chefs indiens, ils avaient suffisamment besoin de certaines choses. Les chefs indiens leur ont fait comprendre qu'on peut vous attribuer de l'or. On peut vous donner de l'or. Pas forcément besoin de nous écraser, de nous exterminer pour reprendre cet or. On peut vous le donner. Mais il y a des acheminements, il y a des méthodologies, des processus, parce que l'or que vous voyez sur la terre est en train de participer à l'équilibre de beaucoup de choses. Et il faut respecter cette notion d'équilibre si vous voulez avoir ça. Ah non, ce sont de personnes qui nous empêchent de nous enrichir. Exterminez-le. Ces mêmes comportements, ils l'ont affiché en Afrique. Et ils l'ont affiché partout. Il y avait des moyens. Personne n'a refusé de leur donner quoi que ce soit. Parce que vous savez déjà, prenons le cas de l'Afrique. L'hospitalité et la valeur est une des valeurs par excellence cardinale, même l'une des valeurs à quoi l'Afrique s'attache indéfectiblement. Lorsqu'Ibn Battuta visite l'Empire du Mali, vers ces mêmes périodes, 14, 15, 16e siècle, Ibn Battuta, lorsqu'il arrive, lorsqu'il parle de la splendeur de la cour du roi au Mali, il explique cette dimension, il explique la générosité ô combien grandiose de tous ces grands souverains. Il n'y avait humainement aucune raison pour l'Europe de pouvoir procéder à ça. Mais c'est la nature, c'est la culture. C'est une culture développée par eux. Ils ont une culture qui consiste, avant d'exister, il faut d'abord prendre ce que l'autre a, les détruire systématiquement et le soumettre. Ça, c'est une culture. Et c'est de génération en génération. Pourquoi? Parce que nous venons vers le 18e siècle. Lorsqu'on arrive vers le 18e siècle, ces mêmes Européens sont allés dans le même territoire que je vous ai cité là. Ces mêmes Européens sont allés, et quand ils sont allés, en arrivant dans ces territoires, ils appellent, là, souligner qu'ils ont fait ce qu'on a appelé les razzias négriers, les traites négrières, c'est-à-dire qu'on vous prend ce qui vous appartient. On vous prend vos hommes, on vous prend vos femmes, on vous prend vos enfants, on vous prend vos bétails, on vous prend vos animaux, on vous prend tout. On amène chez nous. C'est ce qu'ils ont appelé, c'est ce que nous appelons des razzias négriers. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous mettons tous les historiens du monde, je dis bien jusqu'à preuve du contraire, il n'y aura aucun document qui sera palpé comme ça, d'où l'on montrera que les rois africains ont vendu des citoyens d'autres cieux vers d'autres rois souverains. C'est faux et archi faux. Regardons, observons une chose. Vers les mêmes périodes, les Européens entre eux avaient des documents. Que tel maître a vendu des esclaves à tel maître. Tel maître a dépossédé tel maître de tels esclaves. Ils avaient des documents. Et s'ils avaient ces documents, à combien la plus forte raison ils n'ont pas de documents là où ils sont allés acheter à la source? Pour démontrer l'authenticité que ces esclaves t'appartiennent, tu dois avoir des documents qui attestent qu'à la source, le souverain du Dahomey, le souverain du Congo, le souverain de tel territoire m'a vendu. Regardez ce qui se passe. Je l'ai là. Ils n'ont pas ça, parce qu'ils ont la culture d'écrit. Ils disent que nous, on n'a pas. C'est la tradition orale, et la tradition orale, ça va falsifier. Mais eux, ils ont la culture d'écrit. Alors qu'ils ont, au 14e, 15e siècle, ils ont des archives. Tel maître est passé par tel maître, telle personne passée par telle personne. Alors qu'ils n'ont pas le contraire de choses. Là, c'était les razzias négriers. Lorsqu'ils arrivent, je disais, au 18e siècle, ils disent, on va vous prendre ce qui vous appartient. Toutes les structures organisationnelles qui nous appartenaient, ils sont venus. En détruisant ces structures organisationnelles, ils se disent, toi tu étais roi, tu étais administrateur, tu ne l'es plus. C'est maintenant le souverain du Portugal, Joao Ier, c'est maintenant le souverain de France, un tel qui va décider qui dirige ces territoires. Au XVIIIe siècle, il commence ce qu'a pris la connotation de la colonisation. Parce que cette fois-ci, ils sont venus en masse. Ils se sont dit, au lieu de venir prendre ces gens-là et les amener chez nous, qui viennent travailler chez nous, et qu'on vienne chaque fois systématiquement piller leurs ressources et ramener là-bas, comme ça ne finit pas ces ressources-là, parce qu'ils se sont rendus compte après, ça ne finit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller vivre avec eux. Comme ça, nous, on prend le dessus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'il y a de bien là-bas nous appartient. Tout ce qui va briller là-bas nous appartient. Tout ce qui va...